Bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire sur le thème de la transformation de l'offre médico-sociale et de la réforme Séraphin PH. Donc, ce webinaire intervient dans le cadre des 50 ans du GRIEPS, donc organisme de formation, et qui est créé en 1976. Donc, on met à disposition et on organise tout au long de l'année, effectivement, différents webinaires sur différents types de thématiques. Donc voilà, moi je suis Guillaume Saucourt, je suis salarié au GRIEPS, membre du conseil d'administration et je suis responsable régional au GRIEPS. Donc j'ai le plaisir de vous présenter nos deux intervenants du jour. Déjà, je voulais vous remercier tous les deux. Donc voilà, monsieur Guillaume Marion, qui est administrateur territorial, qui a été successivement directeur de l'autonomie MDPH, puis DGA Solidarité du département de Lyon. Voilà, il a rejoint en 2021 la direction générale de la cohésion sociale en tant que directeur de projet Séraphin PH et en appui à la transformation de l'offre et du numérique. Et puis, M. Jean-Jacques Dupéret, qui dispose de plus de 25 ans d'expérience en ESMS et qui a été directeur territorial handicap à la Croix-Rouge française. Il a piloté des organisations complexes et accompagné des transformations d'envergure. Il est membre du réseau des experts ANAP. Et là, il intervient aujourd'hui comme formateur consultant au GRIEPS et président du conseil scientifique du GRIEPS depuis 2023. Voilà, donc déjà quelques règles, mais très rapides de fonctionnement pour ce webinaire. Donc voilà, on va être ensemble jusqu'à 14h30. Donc voilà, nous vous remercions de bien vouloir fermer vos micros. Et puis voilà, au fil de l'eau, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. On prendra un temps à la fin de ce webinaire pour y répondre. Moi, j'assurerai un petit peu le relais. Donc voilà, moi je vais commencer. On va commencer ce webinaire et je vais donner la parole à Monsieur Dupéret. Voilà, donc Jean-Jacques, si tu veux prendre la parole pour débuter, et c'est à toi. Entendu, oui, bonjour à tous. Alors, peut-être une première question pour Monsieur Marion. Il y a pas mal de chantiers en cours dans le secteur, notamment la transformation de l'offre, le chantier de Séraphin et puis l'usage des nomenclatures. Donc, il y a une première question qui se pose. Est-ce que vous pourriez peut-être nous préciser les domaines respectifs de ces différents chantiers? Car en tant que, on va dire, professionnel, on se perd un petit peu dans tout ça. Merci de votre question, qui est en effet un préalable à tous les échanges sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Donc, je tiens à préciser que je parle en mon nom personnel et je ne représente pas aujourd'hui l'institution DGCS ou le ministère des Solidarités et que donc mes réponses ne sont pas, comme on dit, opposables. Mais vise bien à vous accompagner dans vos singularités professionnelles sur ces grands chantiers. Le fond du sujet, c'est: existe-t-il un plan national de transformation de l'offre? Alors, on a des textes, 2 textes, 3, 4, enfin des textes éparses sur le secteur de l'enfance. On peut dire que le décret d'ITEP d'avril 2017, c'est un premier jalon de la transformation du fonctionnement des ESMS ITEP en dispositif ITEP, fonctionnement en mode parcours, en mode dispositif, qui a été repris au niveau de l'ensemble du secteur de l'enfance en juillet 2024 avec le décret DIM-DAM, un dispositif intégré, pas généralisé justement, appliqué à l'ensemble de l'offre handicap enfant, aux 4000 ESMS de handicap enfant. Néanmoins, on reste dans un monde facultatif. Or, on a aujourd'hui des interventions politiques portées par les ministres successifs qui visent à généraliser ce fonctionnement en dispositif intégré. Ça, c'est pour la transformation de l'offre. Sur le secteur de l'enfance, vous avez d'autres textes qui ont les mêmes objectifs, mais appliqués à des approches encore plus sectorielles. Par exemple, la réglementation depuis 2021 sur les ESAT porte en germe aussi une transformation du fonctionnement des ESAT. Mais on n'a pas de texte national, général,
qui fixe la cible de l'offre transformée et les chemins pour y aller. On a donc laissé au secteur, et j'insiste sur cet élément, d'abord, c'est avant tout les acteurs, hein, c'est les OG qui sont responsabilisés sur la transfo, puisque c'est facultatif, et aux agences régionales de santé et de façon un peu plus subsidiaire, les conseils départementaux sur le champ adulte, du fait de leurs compétences d'autorité de tarification et de contrôle pour un certain nombre de SMS de ce champ, le soin d'organiser la transformation de l'offre. On a donc des stratégies territoriales qui ne sont pas identiques, qui prennent des formes différentes, et tout ça se voit dans, par exemple, la façon dont l'offre est décrite dans Finesse, dans ROR, dans tous ces outils de description de l'offre existante. C'est une approche très techno hein, que j'ai là, mais ça veut dire ce que ça veut dire quand même. Par exemple, les nomenclatures de catégorie de SMS posées, réformées en mai 2017, ne sont toujours pas appliquées de façon identique dans tous les territoires, et on a du reste un stock d'autorisation qui fonctionne encore sur les nomenclatures préexistantes à cette refonte des nomenclatures de catégorie de SMS de 2017. Ça m'amène à parler de Séraphin et des nomenclatures. Séraphin, c'est un outil. C'est pas grand-chose, Séraphin, dans le système. C'est une nouvelle façon d'allouer les financements. Donc, je veux dire, par rapport à des sujets aussi fondamentaux que l'évolution du régime d'autorisation, des sujets aussi fondamentaux que la responsabilité territoriale, la responsabilité populationnelle territoriale, l'inconditionnalité de l'accueil, enfin tout ce que vous entendez parler, tout ce dont vous entendez parler en ce moment dans la presse spécialisée, c'est franchement pas grand-chose. Mais Séraphin doit s'adapter au contexte de la transformation et doit venir soutenir les pratiques vertueuses, quoi, en quelque sorte. C'est-à-dire, à partir de financements historiques qui ont généré des disparités fortes en termes d'équité d'allocation de ressources entre les différents ESMS, il doit trouver son chemin dans un contexte réglementaire, législatif, quelque peu mouvant et en tout cas peu affirmé au niveau national. Il doit aussi venir faire converger des pratiques qui jusqu'à maintenant étaient laissées à la main d'acteurs très territorialisés. Pour ça, il y a eu un premier palier de passer au mi-temps des années 2010, qui est la création des nomenclatures des besoins et prestations, qui sont injustement nommées nomenclature Séraphin. Je vous en prie, arrêtons de parler de nomenclature Séraphin, ça n'existe pas. Les nomenclatures des besoins et prestations ont été créées dans le cadre de la réforme tarifaire uniquement pour faire les études nationales de coûts, les études nationales de coûts 2018-2019, auxquelles peut-être vous avez participé, n'ont pu se faire que parce qu'on a créé des nomenclatures, mais les nomenclatures ne sont pas aujourd'hui des outils de tarification. Le modèle Séraphin n'est pas un modèle qui utilise les nomenclatures. Autrement, on aurait fait une T2A. Et ce n'est pas le cas. Pas du tout le cas même. Mais les nomenclatures ont été utilisées depuis à des finalités métiers, c'est-à-dire servent au quotidien les professionnels de l'accompagnement, les intervenants sociaux et médico-sociaux de vos organisations. Donc, elles ont en quelque sorte permis la création d'un langage commun qui permet de décrire de façon à peu près unifiée les modalités les formes d'activité, que ce soit en termes de recueil de besoins que de recueil de prestations. Mais Séraphin n'a pas de copyright sur ces nomenclatures, loin de là.
elles doivent aujourd'hui évoluer. Voilà pour répondre, Monsieur Dupeyret, dans un premier temps, à votre question. Parfait. Plus court après, hein, mais... Jean-Jacques, est-ce que vous avez des questions complémentaires ou nous poursuivons? Non, je dirais merci pour ces Ouais. éclaircissements et puis cette transparence de Monsieur Marion. Non, je pense qu'on peut poursuivre. Oui, Ok, très bien. Alors, Jean-Jacques, du coup, je vais te donner la parole, parce que là, effectivement, on va avoir une illustration de la transformation des pratiques à travers l'offre de services coordonnés. Donc voilà, tu as quelques éléments à nous transmettre voilà, sur la base du document qui est projeté ci-contre. Je te donne la parole. Oui, très bien, merci. Alors, l'offre de services coordonnés, pour la définir, on va rester très bref. On peut se référer à un rapport de l'IGAS de janvier 2025 qui dit que cette organisation est une plateforme médico-sociale décloisonnée. Donc, décloisonnée, c'est-à-dire qu'on casse les structures en silos par établissement ou service. Elle est modulaire, c'est-à-dire qu'elle est inclusive et souple. Elle est centrée sur la personne, par opposition à l'histoire où on centre l'accompagnement d'abord sur l'établissement, sur les offres des établissements. Puis ça permet l'accès à un ensemble de services sans rupture, allant de l'éducation aux soins, au logement et à l'emploi. Toujours selon ce rapport, cette organisation est inscrite sur un territoire, donc on est à l'échelle d'un territoire, et on est basé sur une fonction de coordination de parcours qui est fondamentale, et associée à cette fonction-là, nous avons une mission de ressources, on en dira un mot tout à l'heure. Alors, on peut se référer également pour définir ce type de plateforme à une déclaration du comité interministériel du handicap, en la parole de sa secrétaire générale, Céline Poulet, qui déclarait il n'y a pas très longtemps l'offre de services coordonnés, elle répond aux orientations de la Conférence nationale du handicap française et également aux obligations posées par la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Donc elle s'inscrit bien dans un cadre international et national. Elle s'appuie sur une désinstitutionnalisation programmée, donc c'est un terme qu'on a beaucoup utilisé et qui a toute son actualité aujourd'hui. La personne n'étant plus orientée sur une place entre guillemets all-inclusive, ce qui est une grande évolution. Et la finalité de cette transformation il y a un certain nombre de finalités, mais entre autres, de valoriser l'audace que les professionnels proposent avec les personnes et leurs proches vers cette ambition collective. Donc derrière, il y a une audace, on sollicite l'innovation des professionnels pour collectivement arriver à une offre de service améliorée. Alors, cette offre de service, elle repose sur trois axes. L'accompagnement, ce sont les prestations, la coordination des accompagnements et l'organisation en plateforme. Alors, on va balayer très rapidement les choses sous forme de flash, de manière à pas, le but n'est pas d'approfondir, mais de montrer plutôt la profondeur du champ de ce type d'organisation. C'est une porte d'entrée unique, une sorte de service d'admission à construire, un accès simplifié à un bouquet de prestations, un repositionnement du rôle des professionnels et des cadres au-delà de leur zone alors je vais le dire comme ça, de leur zone de confort habituel, donc en dehors et au-delà de leurs espaces spécialisés. C'est également une posture nouvelle, c'est-à-dire que la plateforme est un acteur de liaison avec le droit commun qui prend une place tout à fait importante dans ce type de dispositif. C'est également une montée en compétences, mais collective, et une diffusion d'une culture inclusive au sein de tous les membres de la plateforme. C'est aussi une coopération territoriale, mais véritablement structurée, donc au-delà de ce qu'on a l'habitude de voir dans nos établissements, pour que l'environnement local devienne un levier d'autonomie et d'éducation. Puis enfin, on s'inscrit dans une logique de responsabilité populationnelle, et on va quitter le centrage de nos intérêts sur nos propres résidents pour aller sur les besoins de l'ensemble du public concerné sur un territoire. Il y a un deuxième axe qui est la coordination, qui est, vous l'aurez compris, qui est l'axe central. Grâce à cette coordination, on va pouvoir offrir une réponse tout à fait adaptée aux besoins du territoire, qui auront été évalués
au départ par les pouvoirs publics, donc par les financeurs, grâce à un diagnostic territorial partagé, comme on le fait dans les analyses de biens sociaux dans le secteur social. Alors ça, c'est pas pour tout de suite, mais c'est prévu. La coordination va gérer tout un tas de prestations de proximité qui seront déclinées idéalement dans les grands domaines Séraphin et non plus par métier de chaque établissement ou chaque service. Donc, ça peut être des domaines comme l'exercice des droits, la vie sociale, les soins, l'emploi, la scolarisation, le loisir, le logement. Alors, pour coordonner tout ceci va être coordonné. Et qu'est-ce qu'on va coordonner? On va coordonner des ressources qui sont les savoir-faire maîtrisés au sein de la plateforme. C'est pour ça que la fonction ressources est importante. Cette plateforme va délivrer une combinaison de ressources, une combinaison de prestations de droit commun, c'est le principe de subsidiarité, et de prestations spécialisées, c'est-à-dire les nôtres, dans ce qu'on pourrait appeler globalement une offre multimodale. On verra émerger, et on voit déjà émerger, un rôle clé pour des facilitateurs, c'est-à-dire des intervenants qui jouent un rôle de médiation entre la personne, les professionnels, la plateforme, pour mobiliser au maximum l'autodétermination de nos usagers. On va également s'intéresser à un suivi de l'activité avec des indicateurs adaptés à ce que l'on attend de cette plateforme, c'est-à-dire un accompagnement modulaire et une intensité des prestations. Ces indicateurs devant dépasser, si nécessaire, mais pas forcément, les unités d'œuvre historiques, le nombre de journées ou le taux d'occupation des places. Et puis la fonction de coordination, bien sûr, au centre du dispositif. Pour que ça fonctionne, il faut qu'elle soit légitime, structurée et formée. On ne s'improvise pas du jour au lendemain coordinateur de parcours. Et le dernier axe, c'est un acte plus organisationnel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une plateforme? C'est un regroupement de SMS à l'échelle d'un territoire au bénéfice d'une même population. Donc, on s'appuie sur des principes de transversalité, de co-responsabilité et également de transformation culturelle, notamment des équipes. Alors ça, c'est la visée à terme. La visée à terme, c'est sur l'ensemble du territoire. Dans un premier temps, on passera plutôt par un regroupement de prestations au niveau de SMS d'une organisation, d'un organisme gestionnaire ou d'une fondation gestionnaire, pour constituer une offre spécialisée, là encore par rapport au droit commun, et structurée par grands domaines de vie, qui sont les domaines repris par Séraphin PH. Donc on voit que Séraphin PH se trouve au cœur de la déclinaison des différentes prestations accompagnées et délivrées par cette plateforme. Alors, on va élaborer au sein de cette plateforme des parcours et non pas une succession de parcours au sein d'établissements. Donc, c'est une sorte de supra-accompagnement dans une logique de prestation modulaire où chaque service ou établissement concerné va apporter sa pierre ou sa brique à l'édifice de l'accompagnement. Qui dit plateforme dit, comme par exemple dans un PCPE, une mutualisation des ressources humaines, des équipements et des activités. On sera dans une logique d'optimisation des moyens, car globalement, les moyens ne sont pas augmentés ou le seront à la marge. Cette organisation permet également de partager des informations et d'ajuster des pratiques. Ce sera les effets positifs de la coopération qu'on pourra cibler au départ, déterminer des indicateurs d'évaluation et évaluer à l'arrivée. On verra apparaître de nouveaux postes, coordinateur de parcours, facilitateur de choix de vie ou père aidant professionnel, par exemple, et gestionnaire de ressources. On attend également de ce type d'organisation un développement des compétences par rapport à des activités propres à cette plateforme. Ça sera par exemple l'évaluation à l'entrée de la plateforme, la diversification des modalités d'accompagnement, l'appui au droit commun pour le faire monter en compétences. Donc là, on aura des compétences nouvelles qui ne sont pas forcément aujourd'hui recherchées dans le cadre de la gestion des compétences et des évolutions de carrière de nos professionnels. Tout ceci devant déboucher sur une gamme élargie de prestations grâce à l'ouverture vers d'autres partenaires de l'écosystème. Alors pour que ça fonctionne bien, quelques pistes ou quelques conseils. À la constitution de ce type de plateforme, donc d'offres de services spécialisés,
s'assurer absolument de la volonté politique de l'organisme gestionnaire ou de la fondation gestionnaire. S'ouvrir également aux autorités de contrôle et de tarification, selon, comme le disait M. Marion, selon les territoires, les financeurs sont totalement impliqués ou pas du tout. Donc, on n'est pas maître également de cette dimension-là. Il faudra associer en amont les familles, prendre en compte, par exemple, leurs besoins de répit, et les communes. Prendre en compte, par exemple, toute la question de l'accessibilité. Procéder par étapes. Première étape, création d'une plateforme au sein d'un même organisme gestionnaire. Alors, il faudrait rattacher la coordination de parcours à une direction fortement engagée et de poids au sein de l'OG, de manière à ce que la volonté politique soit traduite de façon opérationnelle dans un soutien apporté à cette organisation. Recenser finement tous les savoir-faire des structures concernées au niveau du périmètre de la plateforme, et les savoir-faire, on va les décliner en prestations Séraphin, et puis définir dès le départ un indicateur de mesure de l'activité, qui peut être les indicateurs actuels ou alors de nouveaux indicateurs, par exemple l'heure. Quelques pistes vers une organisation de la plateforme. Il y a une première étape qui consiste à reporter le projet personnalisé, qui est le contrat d'accompagnement, après l'entrée dans la plateforme, qui donnera lieu à un contrat d'évaluation. Donc, on fait un contrat d'évaluation et à l'issue, on a un contrat d'accompagnement par la plateforme qui va dépasser les contrats, les projets personnalisés de chaque établissement ou service. On peut tout à fait organiser la plateforme en services spécialisés par nomenclature, avec des services de prestation, directs ou indirects. On va forcément réaffecter les professionnels depuis leur établissement ou service de départ vers des parcours pour leur permettre de suivre de manière réaliste la personne tout au long de son parcours. Ce qui devrait permettre une montée en compétence du collectif, des professionnels sortant de leur mission habituelle, c'est donc un enrichissement de leur job. Et puis, on va proposer une modularité des métiers qui sera d'une certaine façon un miroir à la modularité des parcours des personnes. Ce peut être un acteur de motivation et d'attractivité qui pourrait lever des freins au changement. Et puis, bien entendu, former les coordinateurs de parcours avec des formations qualifiantes. Alors, ce système-là, bien entendu, soulève des limites et des points de vigilance. Il n'y a pas d'orientation vers la plateforme, donc on va gérer via le CEPOM. Il faudra créer des interfaces financières avec les autorités de financement. Là encore, selon les territoires, puisque la plateforme n'a pas de fondement juridique. Le périmètre sera clarifié d'un point de vue pratique entre les référents de parcours coordonnés et les référents de projets personnalisés. Il faudra également définir des modalités précises de saisine du coordinateur de parcours. Là encore, ce n'est pas un référent de projet personnalisé, donc comment on le saisit? En parallèle, il faudra penser à faire évoluer les documents de la loi 2002 de façon très sensible. Il faudra également prévoir une mobilité des professionnels au sein de la plateforme de manière à ne pas les enfermer à vie, entre guillemets, dans un service de prestation spécialisé. Et puis peut-être qu'il faudra apporter quelques évolutions à l'analyse des pratiques. Pourquoi pas se diriger peut-être vers du coaching. Donc voilà pour cette présentation d'une transformation des pratiques. Merci Jean-Jacques. Voilà, moi j'ai une question à vous poser, Monsieur Marion. Est-ce que ce modèle d'organisation ouvre droit à un bonus dans la réforme Séraphin PH? Alors avant de répondre à votre question très précise, quelques remarques sur la présentation qui vient d'être faite par Monsieur Dupert. La première, c'est qu'à plusieurs reprises, vous avez parlé du caractère central de la réforme Séraphin. En fait, à chaque fois, vous désignez les nomenclatures. Et je le répète, les nomenclatures des besoins et prestations ne sont pas les nomenclatures Séraphin. Ce sont les nomenclatures du secteur qui servent de langage commun à l'ensemble des acteurs. Ce langage commun est nécessaire pour permettre un suivi de parcours de bout en bout
entre d'acteurs d'environnements différents. Un professionnel de DITEB doit pouvoir parler avec un professionnel de masse, un professionnel d'IME, etc., etc. Ça, c'est la première chose. Séraphin n'est qu'une réforme tarifaire. C'est devenu l'alpha et l'oméga de la transformation de l'offre par opportunisme des pouvoirs publics qui ont vu dans cette réforme une façon de mettre en tension l'ensemble des acteurs. C'est une réforme très co-construite, avec une implication forte des acteurs, que ce soit dans le groupe technique national, dans le comité stratégique présidé par la ministre. Enfin, je n'ai jamais vu une réforme tarifaire faire l'objet d'une telle comitologie. D'où le caractère faussement central de la réforme Séraphin. La réforme Séraphin n'est qu'un levier à la transformation de l'offre, au même titre que vos DUI, au même titre que la réforme beaucoup moins importante finalement que la réforme EPRD-ERRD, beaucoup moins importante que la réforme du régime des autorisations qui va forcément venir. Parce que ça, on n'en parle pas. Mais ce qui se dessine derrière ce que vous présentez, c'est le rôle de l'OG, aujourd'hui porteur de l'autorisation. Comment ça fonctionne, ça, dans le monde qui vient de nous être décrit? Je répéterai ce que j'ai dit en introduction. Les éminents spécialistes qui ont été cités par Jean-Jacques n'ont pas de voie performative. C'est-à-dire tout ce qui est présenté là n'existe pas. L'offre de services coordonnés n'existe pas en droit positif. Et c'est important, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, le seul élément juridique tangible sur lequel les pouvoirs publics peuvent s'accrocher pour porter la transformation de l'offre, c'est le dispositif intégré. Et encore, hein, à titre facultatif. Donc, ces descriptions sont en quelque sorte en avance de phase. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure pour l'instant, il n'y a pas de transformation de l'offre, il y a une évolution des pratiques. Il est important de créer une dynamique pour, en effet, anticiper ces évolutions à venir. Mais ça ne se fera pas à droit constant. Ça ne se fera pas à droit constant. Grosso modo, de quoi parle-t-on là? On a d'un côté un dispositif intégré qui est à périmètre médico-social. On est entre acteurs du médico-social, on se parle entre acteurs du médico-social. L'offre de services coordonnés, si on a une vision circulaire des choses, par cercle, ça implique le milieu ordinaire, c'est-à-dire des acteurs qui aujourd'hui ne font pas partie de notre secteur en quelque sorte. Et ça pose un principe fort de subsidiarité du médico-social par rapport au milieu ordinaire, c'est-à-dire en première intention, la place de la personne en situation de handicap, c'est le milieu ordinaire. Et c'est ça qui change les choses. Ce sont des transformations extrêmement profondes qui prendront énormément de temps. Pour des raisons d'organisation, pour des raisons aussi de rigidité du droit de l'autorisation. Il y a aujourd'hui une patrimonialité de l'autorisation au niveau de l'OG. S'il faut attendre 15 ans pour faire bouger les autorisations et ne revoir les objectifs que tous les 5 ans lorsqu'il y a ces pommes, ça va prendre du temps. Ok. Jean-Jacques, écoutez, à ce que dit Monsieur Marion en complément. Je pense que votre réaction justifie totalement votre présence ici, parce que ça permet vraiment de recadrer un petit peu toutes les idées que l'on a. Et effectivement, quand on est sur le terrain, on est complètement influencé par les politiques publiques et on perd de vue toute la dimension que vous venez d'évoquer, qui permet de relativiser les choses. Et effectivement, ce type de dispositif, comme d'autres, est en avance par rapport à la réglementation.
Donc, pour les établissements et pour les OG, comme vous le dites fort justement, c'est leur sujet, c'est à eux de déterminer à quel rythme, quelle est leur cible d'organisation en fonction du territoire qu'ils doivent imaginer. Donc, je trouve que votre propos est particulièrement éclairant. Merci. Oui, allez-y si vous voulez compléter, Monsieur Marion. Non, la question qui m'était posée, c'était comment on traite dans l'équation tarifaire cette bascule, cette évolution des modalités d'intervention. C'est ça. Je vais me permettre de prendre la main quelques instants sur la présentation. Allez-y, oui. On calcule là en ce moment, on va calculer en ce moment à partir du recueil qui est fait en ce moment là de données, on va calculer une dotation cible 2034, pardon. Fin de convergence 2034. Mais c'est une convergence que j'appelle intelligente, c'est-à-dire non arithmétique. C'est chaque ESMS qui va converger vers sa cible. Ce n'est pas une convergence comme les EHPAD ont pu connaître sur le GIR moyen départemental. C'est une convergence d'un groupe homogène d'acteurs vers un point. Ça, ce n'est pas bon, ça ne marche jamais. En revanche, dire à l'ESMS, à partir de votre dotation historique, vous devriez, en fait, selon les coefficients publics, mode d'accueil, nombre de jours d'ouverture, avoir telle dotation en point Séraphin, enfin en équation Séraphin, et donc on vous fixe jusqu'en 2034 le soin de converger vers cette dotation cible avec la possibilité, via les deux parts de modulation, de compenser le moins que vous devriez toucher si vous êtes en convergence négative ou amplifier l'effet majorant de la convergence positive. Et pour venir soutenir cette possibilité d'ajuster sa trajectoire financière, on est allé chercher auprès de Bercy 360 millions d'euros frais de mesures nouvelles qui s'ajouteront aux 7,5 milliards d'euros de l'OGD, c'est-à-dire ça représente environ 5% de l'enveloppe handicap SMS enfants pour ajuster les trajectoires financières. Il peut y avoir des acteurs qui disent « moi je suis très bien, je n'ai pas envie de changer mon mode de fonctionnement qui est adapté au public que j'accompagne, mais à ce moment-là, il faudra qu'ils adaptent leur plateau technique par rapport à la cible 2034. C'est dans 8 ans, 2034. C'est du temps long quand même. Quand on voit l'évolution de l'objectif général de dépenses de ces dernières années, on a le temps de voir venir, quoi. Et avec un système de gel des pertes, des perdants, jusqu'en 2030. Donc, vous voyez, c'est ultra sécurisant, conservateur pour les acteurs. C'est pour ça que je dis que c'est une petite réforme. Ça ne va pas venir révolutionner le système, quoi. Parfait, super. Merci, Monsieur Marion, pour ces éléments. Jean-Jacques, si tu veux prendre la main, effectivement, cette réforme, je vais basculer vers mon diaporama. Voilà, suscite un peu des craintes et des idées reçues. Alors, vous avez déjà un petit peu répondu, Monsieur Marion, mais en complément, Jean-Jacques, si tu veux aussi amener ces éléments-là, donc je vais effectivement basculer vers mon diaporama, et puis comme ça, derrière, ça permettra d'avoir un support visuel aussi pour les personnes qui nous écoutent. Voilà, du coup, c'est là. Alors, Guillaume, merci pour cette présentation qui est très claire et là encore qui permet de mieux comprendre les choses, les enjeux et puis les modalités pratiques. Enfin, moi, personnellement, ça m'éclaire beaucoup. Donc, moi, j'avais recensé, en discutant avec un certain nombre de mes pairs, un certain nombre de craintes ou d'idées reçues. Et puis un certain nombre de questions pratiques d'application de Séraphin. Alors, on va les passer en revue et je m'aperçois que vous avez par avance répondu à certaines d'entre elles. Donc, si vous voulez apporter un complément d'information, n'hésitez pas. Alors, parmi les craintes
que l'on a le plus souvent, c'est sous couvert de transformation de l'offre, on se dirige vers une tarification à la prestation. Alors, je crois que vous avez été complètement clair là-dessus, donc c'est pas la peine peut-être de revenir là-dessus. Alors, je ne vous cache pas qu'en 2021, quand j'ai repris la réforme, l'humeur du temps, c'était plutôt d'aller vers une tarification à la prestation. Oui, c'est ça. Oui. Et moi, j'ai très vite expliqué au cabinet ministériel et à mes chefs successifs que ça, c'était pas possible dans le périmètre actuel. Si le secteur, à un moment, veut une tarification à la prestation, il va falloir réformer la PCH. Il va falloir réformer la H. Il va falloir réformer la EH. Il va falloir réformer tous les outils de solvabilisation du parcours en milieu ordinaire. Mais le périmètre actuel de Séraphin ne permet pas une tarification à la prestation. C'est une demande forte d'un certain nombre d'acteurs. La FEA, par exemple, porte ce droit à la prestation, droit personnel à la prestation, le DPP. Céline Poulet, que vous citiez tout à l'heure, parle de sac à dos de droits. Hein. Bon, à titre personnel, étant technocrate et également aidant de personnes en situation de handicap, je ne crois pas à ce droit à la prestation dans le système français. Le système français doit se désinstitutionnaliser, néanmoins, il doit continuer à protéger les personnes en situation de handicap et le milieu protégé est protecteur, et en particulier des personnes les plus vulnérables, les plus éloignées à la science. Cette clarification est très importante, mais finalement, on n'avait pas tort de la craindre, puisqu'elle était effectivement, comme vous le disiez, dans l'humeur du temps. Non, ils n'auraient jamais pu aller jusqu'au bout. Ils n'auraient jamais pu aller jusqu'au bout parce qu'il faut réformer la PCH pour ça. Il faut que ce soit une super PCH, le droit à la prestation. La tarification à la prestation, c'est une super PCH. Alors, une deuxième crainte, les ESMS surdotés vont se trouver débasés. Vrai ou faux? Il n'y a pas de débasage. D'abord, les travaux statistiques qui sont aujourd'hui que des travaux statistiques. C'est pour ça qu'on ne peut pas transmettre de simulation à l'heure actuelle. C'est le recueil 2026 qui va permettre de simuler. Les travaux statistiques peuvent louper certaines singularités d'organisation des ESMS. Donc, grosso modo, on pense que la majorité de l'offre, contrairement à ce qu'on a constaté dans les ENC, se trouve en plus 5, moins 5% par rapport à leur cible. C'est résiduel. Vous voyez que les mesures nouvelles permettent de couvrir déjà le plus 5, moins 5. Hein. C'est-à-dire faire du plus 10 pour les gagnants les plus vertueux et du 0 pour les perdants les plus vertueux. Et là, je mets de côté tout l'aspect redistributif du modèle. Donc, ça peut être encore plus important, ça peut être amplifié. Ce qui peut être basé, en revanche, c'est cette hyper-rigidité de l'autorisation. C'est-à-dire aujourd'hui, on sait qu'environ, c'est assez résiduel, hein, mais on sait qu'environ 5 à 6% des autorisations ne correspondent pas au public réellement accompagné par les ESMS. Et c'est pour ça qu'on a encouragé les ARS à prendre contact avec les ESMS qui avaient les plus fortes disparités entre le public réellement accompagné et le public autorisé pour faire évoluer les autorisations dans l'intérêt de l'ESMS. Hein. Mais c'est ce rebasage-là, en quelque sorte, qui est envisagé par une évolution des autorisations. Certaines OG refusent en disant non, on veut rester là où on est. Très bien, écoutez, là, pour moi c'est clair. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour ceux qui ont la chance d'avoir des budgets confortables. C'est à eux de voir comment ils envisagent la suite du parcours. Alors, on entend également que les coefficients de modulation que vous avez évoqués tout à l'heure, là, les six paliers et puis je crois les 4 niveaux par palier, c'est un peu compliqué, c'est un peu complexe.
Bon, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Pour le coup, on a tous essayé de faire simple. Ouais, C'est assez amusant, hein, parce que comme c'est une réforme co-construite, c'est pas les technos de la ouais. CNSA ou de la DGCS qui ont créé ces paliers, hein. C'est vos représentants euh, qui, en groupe de travail, ont construit ces paliers. Moi, ma seule vigilance, c'est que tout ça converge. C'est qu'on réinvente pas l'eau chaude, quoi, en quelque sorte. Que ce soit d'équerre avec le guide ANAP sur l'offre de services coordonnés qui a été publié en décembre 2025. Que ce soit convergent avec les indicateurs qui remontent dans les tableaux de bord ex-ANAP Ouais. aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Moi, je veux pas qu'on vienne redemander des trucs qui sont déjà redemandés. Et que tout ça puisse être automatisé, c'est mon côté techno-beauf, hein, via les DUI dans un temps relativement limité. Alors, il est tout à fait intéressant de rappeler que, alors, effectivement, les coefficients sont le fruit d'un travail du secteur. On a on a tendance à l'oublier ou à ne pas le savoir, hein, tout simplement. Ben oui, c'est la grande particularité de cette petite réforme qui a été très très portée par le secteur, qui est devenu en Ça, quelque sorte l'étendard de la transfo, parfois son bouc émissaire, sans pour autant avoir le rôle de législateur de la transfo, quoi, puisqu'on ne fait qu'appliquer la réglementation existante. mais ça, c'est des choses qu'il faut rappeler aux structures, que les coefficients vont dans le bon sens, il y a une logique de convergence, que par ailleurs, c'est le secteur, c'est-à-dire nous-mêmes qui les avons élaborés. Donc après, c'est une question de communication entre les groupes techniques nationaux, dans lesquels il se passe énormément de choses, et puis les établissements. L'information ne redescend sans doute pas suffisamment. Alors, il y a Moi, une autre... mon rôle, c'est de faire en sorte que l'expertise statistique scientifique des personnes qui travaillent avec moi sur la réforme, qui sont à la TIH ou à la CNSA, Ouais. soit toujours challengé par l'expertise d'usage des acteurs. C'est comme ça qu'on opérationnalise une réforme. Autrement, on loupe la cible et on fait un truc techno qui ne sert pas à grand-chose. Très bien, mais écoutez, nous prenons acte. Après, il y a une autre crainte, c'est que les établissements médico-sociaux se retrouvent en concurrence avec les acteurs du milieu ordinaire et que de ce fait, ils doivent justifier de leur valeur ajoutée. Donc, c'est la question de la concurrence avec le milieu ordinaire. Je ne pense pas que ce soit. Je pense pas que ce soit une composante de la transfo ou de la réforme. Le risque, c'est un glissement des responsabilités. Aujourd'hui, le secteur protégé handicap n'est pas un service public. Il y aurait service public si on avait une conditionnalité de l'accueil. Or, c'est le directeur de l'ESMS qui garde le pouvoir d'admission. Donc, ce n'est pas un service public. Ce n'est pas ouvert à tout le monde, quoi. Et ce non-service public est en concurrence avec des services publics. Par exemple, l'école. Obligation de scolarisation de tous les enfants de moins de 16 ans. Et ce que je crains, c'est que l'école se rebiffe et on revienne avant 2005, la loi de 2005, en termes d'orientation des enfants en situation de handicap par la seule CDAPH. Voilà. C'est très loin de Séraphin, mais c'est une de mes craintes. Donc, quand on parle d'inconditionnalité d'accueil, le vrai sujet, c'est qu'on parle, sans le dire, de la création d'un service public. Oui, d'accord. Très bien, bon, de mon point de vue, c'est rassurant. Le milieu ordinaire reste un partenaire. Après, l'idée étant de faire monter peut-être en compétence C'est ce tout milieu l'objet ordinaire. de l'appui ressources. Je le rappelle, selon les nomenclatures besoins et prestations, Appui ressources. l'appui ressources est une prestation indirecte.
C'est-à-dire, ce n'est pas une intervention directe des professionnels auprès des enfants hors file active. Ce n'est pas ça. L'appui ressources, c'est on va former des professionnels du milieu ordinaire pour que leur intervention auprès du public que nous partageons soit le plus adapté possible. Et il y a des enjeux importants. C'est le PASS, par exemple. Hein. C'est l'idée générale du PASS, mais le PASS prévoit la prestation directe. Le PASS est un aboutissement de l'appui ressources impliquant une prestation directe, alors que l'appui ressources, d'une manière générale, n'est pas une intervention auprès de la personne. Oui, tout à fait. Tout à fait. Écoutez, merci pour cette précision. Alors après, on a quelques idées reçues que les établissements risquent de définir leur stratégie selon l'attractivité budgétaire et moins en fonction de l'intérêt des personnes. Alors, vous avez déjà pas mal répondu à cette idée reçue. Non, mais juste une réponse très très rapide. Ce n'est pas l'établissement qui décide de son autorisation. Hein. C'est-à-dire le public autorisé, c'est un acte unilatéral de l'ATC les établissements ne peuvent pas décider du public qu'ils accueillent. Et quand bien même ils choisiraient plus de TSA et moins de DI, ça ne changerait rien à leur tarification, puisque c'est sur l'autorisation qu'on se fonde. Sur les 95% sur la part principale. Ouais. D'accord, mais ça c'est intéressant de l'entendre dire parce que on est vraiment dans des idées préconçues sur ce genre de. Vous êtes en train de déconstruire en fait pas mal de choses que nous avons en tête. Enfin, c'était le but également de ce webinaire. Alors, vous allez encore déconstruire autre chose. La grille tarifaire nationale ne permet pas finalement de retrouver les spécificités de chaque établissement. Alors, ça pour le coup, c'est vrai. C'est-à-dire, on ne peut pas, à partir d'un modèle national, embarquer toutes les particularités du secteur, principalement un secteur qui s'est beaucoup réformé, qui a beaucoup évolué sans cadre national. Juste avant vous, j'étais dans un webinaire avec des acteurs d'handicap sensoriel et cérébro-lésés. C'est statistiquement une population, excusez-moi le terme, il n'est pas très beau, mais un public très minoritaire. Hein, ouais. On n'a pas beaucoup de gens. Donc, eux, leur grande crainte, c'est que on n'arrive pas à capter les particularismes du public qu'ils accompagnent. Et c'est vrai, hein, mais je suis désolé, aujourd'hui, il n'y a aucune règle. La tarification, il n'y a pas de règle tarifaire. Donc, de toute façon, on vient substituer à rien quelque chose. Ensuite, on est en train de travailler pour que sur un certain type de public, on puisse valoriser, par exemple, des organisations territoriales à périmètre plus ou moins large, impliquant des coûts de transport plus ou moins importants. C'est-à-dire sur les handicaps rares, le dispositif intégré, il ne sera jamais infra-départemental, il sera au moins départemental, voire régional. Donc là, vous avez des coûts de transport beaucoup plus importants. Et donc, le modèle va au niveau des transports, de la part transport, survaloriser ce type de public. Très bien, écoutez, merci pour tous ces recadrages, entre guillemets, sur toutes les craintes ou idées reçues que nous pouvons avoir. Alors, peut-être pour aller un petit peu plus loin sur quelques questions pratiques, oui, le temps file, et puis s'il y a effectivement 2-3 questions après, enfin voilà, je vois que l'heure avance, donc voilà, Jean-Jacques, tu avais aussi en complément quelques questions, mais voilà, donc du coup, je vais dérouler un petit peu et puis tu vas me dire si… Très rapidement, voilà. Ouais. On va essayer d'aller vite. Comment s'articule Séraphin avec les CEPOM? Je vous ai perdu un moment, donc… oui, alors, juste quelques petites questions flash qui sont plutôt des précisions. Comment s'articule la réforme avec les CEPOM? Donc, comme je vous l'ai expliqué déjà, la partie modulation sur objectif est une façon de socler un certain nombre d'indicateurs qui existent ou qui n'existent pas dans les CEPOM actuellement. Donc, les CEPOM seront allégés
porteront, et c'est l'objet même du CEPOM, les spécialisations des établissements et services. Je m'explique. Séraphin, c'est un modèle de tarification adossé à Finesse. Vous voyez ce que c'est, Finesse, tout ça. Hein, c'est ce qui reflète l'autorisation. Les CEPOM, c'est les spécialisations des ESMS qui sont normalement décrites dans le ROR, répertoire opérationnel de ressources. Finesse, ça change tous les 15 ans. ROR, ça se change tous les 5 ans. Donc, Séraphin, dans les modulations sur objectifs, vont venir socler un certain nombre de spécialisations liées au dispositif intégré, mais laisseront une marge de manœuvre aux ARS pour définir des objectifs infra-Séraphin, qui pourront continuer d'être financés via les dotations complémentaires à la main des ARS, via les CNR, quoi, grosso modo. Très bien, mais écoutez, c'est clair. Après, une question qui est la suivante. Dans certains territoires qui sont très, on va dire, peu fournis en intervenants médico-sociaux ou même de droit commun, est-ce que certains établissements ne risquent-ils pas d'être pénalisés budgétairement pour ne pas être en capacité, par exemple, de monter des partenariats ou d'autres éléments qui ouvrent droit à des bonus? Si vous voulez, c'est pour ça que je ne suis pas fan des 5%. Parce qu'en fonction de la stratégie territoriale de l'ARS, dispositif intégré, vous allez avoir des acteurs qui vont pouvoir authentifier leurs conventions et d'autres pas. Donc, moi, je préfère qu'on finance des missions nouvelles de la transformation, celles que vous avez décrites, Jean-Jacques, dans votre présentation, plutôt que l'encre de la signature d'une convention. Néanmoins, vous voyez que que le financement échappe aux ARS, en fait, pour une grande part, que c'est le national qui gère. C'est un principe d'équité aussi. Hein. Aujourd'hui, il y a trop de disparités. Oui, non, mais c'est clair. Il faut que le secteur ait conscience que les études nationales de coûts de 2018 et 2019 ont révélé que pour deux IME ayant le même public, proposant les mêmes modalités d'intervention, vous pouvez avoir un rapport de 1 à 5. De 1 à 5. De 1 à 5, oui, non, effectivement. Alors, c'est très marginal, c'est-à-dire le 1, il est tout en bas de la boîte à moustaches et le 5, il est tout en haut. Mais vous avez quand même des trucs qu'on n'explique pas, même en allant sur place. Hein. Bon, donc, on avance sur le. Et pour les ARS, on a autant de webinaires avec les ARS qu'on en a avec le secteur. Donc, on passe nos journées, parfois même nos week-ends, en soutien des ARS. Oui, alors il y a une question qui allait arriver un petit peu plus tard. Est-ce que les ARS sont vraiment prêtes? Donc, vous les accompagnez. Voilà, c'est ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Jean-Jacques, une dernière peut-être, oui, parmi la liste. Et puis, toute dernière. Voilà, juste avant que tu la poses, voilà, s'il y a des personnes qui effectivement veulent poser des questions, n'hésitez pas via le chat, parce que voilà, c'est un sujet qui est passionnant, mais leur fil. Il y en a une à poser, Jean-Jacques, parmi celles que tu as écrites, ça serait laquelle? Ça serait peut-être la dernière, c'était l'indicateur de file active pour mesurer l'activité. Est-ce que c'est vraiment le bon indicateur selon vous? Non. Non, le taux de rotation, ce n'est pas un bon indicateur. De toute façon, un indicateur tout seul, c'est jamais un bon indicateur. Donc, c'est pour ça que sur la modulation sur activité, vous avez le croisement de plusieurs indicateurs, la modularité, le taux d'occupation, la file active, etc. Et que par ailleurs, un indicateur est intelligent lorsqu'il permet de comparer avec des acteurs ayant des caractéristiques non pas similaires, mais approchantes. Et ce qu'on est en train de faire en groupe de travail avec les acteurs, c'est la création en quelque sorte de groupes homogènes d'établissements
qui ne tiennent pas compte de la catégorie de SMS, parce que vous l'aurez compris, ce qu'apporte Séraphin au système actuel, c'est qu'il fait disparaître la catégorie d'établissement. On ne parle plus d'IME, on ne parle plus de DITEP, on ne parle plus de ces catégories extrêmement figeantes en termes de parcours, on ne parle plus de CESAD, on parle modalité d'accompagnement, on parle public, on parle amplitude d'ouverture, on parle caractéristiques d'activité et on parle d'atteinte d'objectifs de politique publique. Mais on ne parle plus du reste. Et en ça, on est raccord avec la réglementation, à savoir qu'une structure n'est pas censée avoir le plateau technique permettant d'accompagner tous les publics, mais qu'une structure doit offrir toutes les modalités d'accompagnement. Très bien, écoutez, c'était la dernière question. Merci beaucoup, Guillaume. Puis je te rends la main. Oui, alors, est-ce qu'il y a une ou deux questions voilà, parmi l'Assemblée? Si c'est le cas, n'hésitez pas. Et puis, voilà, on fera un petit dernier mot. Enfin, voilà, je vous redonnerai la parole à tous les deux pour clôturer, en tout cas, voilà, ce temps dédié à cette thématique-là. J'ai rien vu passer sur le chat. S'il y en a qui veulent lever la main pour poser une question, n'hésitez pas, hein, complémentaire. Visiblement, tout est clair. Donc, voilà, Monsieur Marion, pour clôturer en une phrase, en un mot ou en plusieurs mots, enfin voilà, pour clôturer ce webinaire, voilà, quels seraient vos propos pour conclure? Puis après, je donnerai la parole à Jean-Jacques pour finir. Je vais être très rapide parce que mon rendez-vous de 14h30 est déjà… oui, en deux mots, très rapide. Non, j'ai juste une chose à dire, c'est Séraphin n'est pas une T2A. Séraphin ne va pas venir bouleverser les dotations globales de financement, mais rattraper des inéquités constatées sur des critères objectifs qui, statistiquement, aujourd'hui, permettent de justifier ces nouvelles dotations. On a un caractère explicatif du modèle de 95%. C'est très rare hein, d'avoir des réformes qui permettent d'expliquer, d'objectiver 95% de ce qu'on finance. Et puis, Séraphin, c'est une belle aventure, parce que je pense que c'est la démonstration de la part de l'ensemble des acteurs qu'on peut réformer en impliquant tout le monde. Hein, que les réformes techno, c'est pas forcément la recette la plus efficace dans le monde actuel. C'est un peu démagogique ce que je viens de dire, mais non, c'est pas démagogique, je le crois vraiment. Merci à vous, Jean-Jacques. Très court aussi pour libérer Monsieur Marion et puis les autres personnes. Très rapidement, en fait, moi j'ai recueilli au cours de cet échange un certain nombre d'éléments de langage à communiquer aux équipes pour les mobiliser davantage dans la mise en œuvre de la réforme. Voilà, c'est un point. Vous ne citerez pas Jean-Jacques, hein, parce que… Non, notre échange était confidentiel, donc je viens de vous citer. Personnel, voilà. En tout cas, voilà, les retours sur le chat sont très bons et vous remercie tous les deux. Et moi aussi, je m'associe à eux. C'était très clair, c'était très, très intéressant. Ça permet effectivement de déconstruire bon nombre d'idées. En tout cas, voilà, merci à vous deux pour ce temps d'échange. Et puis, écoutez, bon après-midi et encore un grand merci voilà, au nom du GRIEPS.